Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain de Solène Boquillon-Le Goasiou, lu par Faïda Lovero. L'autrice. Solène Boquillon-Le Goasiou a plus de 15 ans d'expérience dans les ressources humaines, dont 10 ans dans de grandes sociétés internationales, et figure au palmarès Forbes France des 40 femmes les plus influentes de l'année 2022. Elle a surtout 19 ans d'expertise dans le développement des soft skills des enfants et des adultes à l'international, ce qui fait d'elle une des expertes françaises de ce domaine. Pendant 6 ans, elle a été bénévole à la direction d'une crèche parentale associative dont elle a géré la présidence et le projet pédagogique. En 2018, alors qu'elle est DRH à l'international, elle réalise que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Elle prend alors conscience que les savoir-faire d'aujourd'hui ne sont pas suffisants pour s'adapter au monde de demain. La solution, pour elle, se trouve dans les soft skills. Elle a ainsi créé Soft Kids, une entreprise du secteur EdTech qui vise à cultiver les soft skills des enfants et adolescents. Pourquoi je me suis intéressée aux soft skills? À l'école, je n'ai jamais été ce qu'on appelle une bonne élève. Je n'étais pas franchement mauvaise, mais je choisissais mes batailles. J'avais tendance à penser que la réussite était basée sur une capacité innée. J'avais un état d'esprit fixe. En classe de 4e, ma professeure principale a déclaré à mes parents, devant moi, que j'étais nulle en mathématiques et qu'il me serait difficile de poursuivre ma scolarité dans une filière générale avec un tel niveau. Et comme j'avais entendu ces paroles, je suis devenue nulle en maths, malgré des heures et des heures de cours particuliers. Puis, au lycée, ma professeure principale m'a dit que j'étais nulle en anglais et a demandé à mes parents de m'inscrire au CNED durant l'été. Ils l'ont fait, mais je suis restée nulle en anglais. Pourtant, malgré mes notes en mathématiques, j'ai codé seule mon premier site internet en 2001 et suis passionnée par les statistiques. Et malgré mes notes en anglais, j'ai fait carrière dans une entreprise multinationale où je parlais anglais tous les jours. Alors, comment peut-on faire carrière dans un grand groupe international avec des résultats académiques moyens, voire médiocres dans certaines matières essentielles? Tout d'abord, avec le recul de l'adulte, j'ai compris que j'étais une enfant atypique. Je m'épanouissais dans la lecture et me passionnais pour des sujets qui n'intéressaient pas mes camarades. Dès la primaire, alors que les autres élèves passaient l'après-midi devant les dessins animés japonais du Club Dorothée, je me passionnais pour les questions-réponses du gouvernement à l'Assemblée nationale. En CM2, mes camarades m'appelaient Madame la Présidente. Au collège, j'empruntais chaque jour un livre au centre de documentation et d'information. Je le lisais la nuit et le rapportais le lendemain. C'est ainsi qu'en 3e, j'avais déjà dévoré toute la série des Rougon-Macquart de Zola et la comédie humaine de Balzac, aux grandes dames de ma mère qui me répétait chaque jour « Mais quand vas-tu mettre le nez dehors ?» Puis, j'ai continué à me passionner pour la politique, en commençant par la Révolution française. J'ai multiplié les lectures et développé une fascination pour la lutte entre les montagnards, les girondins, les jacobins et les monarchiens qui sont à la source de notre paysage politique actuel. En résumé, quand je m'emparais d'un sujet, je le creusais à fond pour en devenir experte et montrer ainsi que j'étais une élève moyenne uniquement parce que j'avais décidé de l'être, en choisissant mes matières et mes sujets de prédilection. Il me suffisait ensuite d'en faire le minimum pour entrer dans le moule. Bien que qualifiée de moyenne, j'avais décidé que je devais tout de même marquer les esprits de mes professeurs et de mes camarades. Et pour y parvenir, j'ai cultivé de manière inconsciente des compétences socio-comportementales qui se sont révélées cruciales quand je suis rentrée dans la vie active. Ce sont les fameuses soft skills qui m'ont donné accès à une carrière internationale et m'ont menée là où je suis aujourd'hui. Je pense que la première compétence que j'ai développée est la capacité à négocier et à exercer une influence sur les autres. J'ai été déléguée de classe du CP au master, ce qui a été, croyez-le ou non, un atout non négligeable en arrivant dans le monde de l'entreprise. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Un jour, en CM2,
je suis allée frapper à la porte de la directrice pendant la récréation. Je lui ai fait remarquer que les garçons ne voulaient pas que l'on joue au football avec eux. J'en étais indignée et je voulais qu'elle le voie. Ma revendication a payé. La directrice a instauré un accès alterné au terrain de foot, réservant les lundis et jeudis aux filles et les mardis et vendredis aux garçons. Au bout de 2 semaines, les garçons nous ont invités à jouer avec eux tous les jours. J'ai découvert un super pouvoir, celui de changer les choses. Cette expérience a renforcé mon engagement en tant que déléguée. J'arrivais à tous les conseils d'école et de classe très préparée. Au collège, en tant que déléguée au conseil d'administration, je préparais activement les réunions avec tous les délégués et rédigeais des cahiers de doléances. Lors de mon premier conseil d'administration, je suis arrivée fièrement avec une page de 30 doléances photocopiées pour chacun des membres du CA, fruit d'une concertation préalable avec les délégués de toutes les classes. Puis, à l'université, j'ai été élue représentante étudiante auprès du ministère de l'Éducation nationale pour différentes réformes. À 22 ans, je rédigeais des contributions pour le ministère, envoyais des communiqués de presse à l'AFP, Agence France Presse, et étais auditionnée par l'Assemblée nationale et le Sénat. À 24 ans, j'avais déjà négocié de nouveaux droits pour les étudiants avec 3 ministres de l'Éducation nationale, François Fillon, Luc Ferry et Gilles de Robien. Autant vous dire que, lors de mon arrivée en entreprise, les managers, et les managers de mes managers, ne m'impressionnaient guère. Lorsque j'avais une idée, quelque chose à dire, eh bien, je le disais, tout simplement. Ma franchise m'attirait des remarques comme « Solène, n'oublie pas de rester à ta place » ou « Tu es tellement atypique, tu ne fais pas les choses comme tout le monde, toi ». En entreprise, je me heurtais aux mêmes contraintes qu'à l'école. Je ne correspondais pas au moule et je ne me conformais pas aux attentes. Et puis un jour, ma vie et la manière dont je me percevais ont changé. Un manager étranger, un Hollandais qui s'appelait Witcher, m'a dit « Solène, au vu de tes habiletés socio-comportementales, ta capacité à atteindre les objectifs, à collaborer avec les autres et à analyser un sujet, nous sommes convaincus que tu peux accomplir de grandes choses au sein de l'entreprise. Tu es un vrai talent. Tu fais partie des hauts potentiels de l'entreprise. » Cette simple phrase a été un électrochoc. On reconnaissait ma singularité. J'avais le potentiel de réussir ma vie et de faire de grandes choses. Dans cette entreprise anglo-néerlandaise, ce qui comptait le plus, ce n'était pas mon diplôme ou mes compétences académiques, mais mes habiletés socio-comportementales, ma curiosité, mon sens de l'organisation, ma faculté à partager une vision, à mobiliser les collaborateurs, etc. Le diplôme n'était jamais un critère déterminant. J'ai pu ainsi embrasser une carrière internationale de DRH, moi qui étais nulle en anglais et n'avais qu'un master en ressources humaines. D'autres entreprises auraient uniquement donné ce poste à un titulaire d'une grande école de commerce. Pendant 13 ans, je me suis épanouie dans cette entreprise en côtoyant des personnes de diverses nationalités et en voyageant dans d'autres pays. J'y ai découvert une manière d'aborder l'humain, l'éducation et le travail de manière positive, qui prend en compte les spécificités des individus. J'ai été formée sur des sujets comme la résilience, la diversité et l'inclusion, la communication, la curiosité, la résolution de problèmes, la collaboration, etc. Et chaque fois, je me posais cette question. Mais pourquoi je n'ai pas appris ça à l'école ? C'est grâce à cet environnement de travail que j'ai eu envie d'approfondir le sujet de l'apprentissage des compétences socio-comportementales dès le plus jeune âge. J'ai ainsi créé une entreprise qui permet aujourd'hui à des centaines de milliers d'enfants dans le monde de cultiver ces compétences à la maison ou à l'école avec le soutien de leurs parents ou de leurs enseignants. Les recherches et découvertes que j'ai réalisées sur ce sujet au cours des 5 dernières années ont profondément changé ma vision de l'éducation et de la parentalité. C'est cette expérience que je souhaite partager avec vous dans ce livre, dans l'espoir qu'il vous aidera à accompagner vos enfants sur le chemin de la vie. Être parent au XXIe siècle. Devenir parent, c'est entrer dans un processus de formation continue, sans doute le plus exigeant de notre vie.
On se retrouve à guider un petit humain, parfois plusieurs en même temps, alors que nous sommes nous-mêmes en formation, aspirant à être de bons parents. Et malheureusement, il n'y a pas d'école des parents. En même temps, qui aurait envie de retourner à l'école? Nous sommes tous des autodidactes. Et pour compliquer le tout, la parentalité n'obéit à aucune théorie. L'éducation n'a rien de cartésien. Ah, si le théorème du parent parfait existait! Être parent n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Nous le ressentons tous, et d'ailleurs, nous en parlons beaucoup. La parentalité est devenue un sujet central de nos vies. Nos parents et grands-parents observent avec curiosité nos laborieux efforts, en les commentant de leur fameux « à notre époque ». Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la différence de méthode éducative entre leur génération et la nôtre est considérable. Autre temps, autres mœurs, c'est sûr. Mais quels sont ces changements? Je vous en épargnerai la liste, mais j'insisterai sur un événement récent souvent minimisé ou ignoré. Les neurosciences et leurs découvertes sur le développement des enfants ont modifié la manière dont beaucoup d'entre nous conçoivent la parentalité. Les avancées scientifiques dans ce domaine ont été très rapides. Pour vous donner un exemple, mon fils aîné est né en 2013 et mes jumeaux en 2018. Bien que seulement 5 années les séparent, mon mari et moi ne les accompagnons pas du tout de la même manière. Pourquoi? Parce qu'entre 2013 et 2018, j'ai appris des choses qui ont bouleversé ma conception de l'éducation. Nous sommes la première génération de parents à œuvrer pour une éducation bienveillante et un accompagnement des émotions de nos enfants. Notez que l'utilisation du terme « bienveillant » n'est pas anodine. L'éducation bienveillante, qui suppose d'écouter, d'expliquer et d'accueillir les émotions de nos enfants, sans tomber dans le laxisme et le laisser tout faire, est beaucoup plus énergivore que le « tais-toi et obéis, tu es un enfant et tu n'as rien à dire ». Cette méthode exige des compétences émotionnelles. Plus précisément, il nous faut savoir reconnaître nos propres émotions, faire preuve d'empathie, être résilient, nous montrer patient. Or, ces compétences, personne ne nous les a apprises. Elles sont même assez étrangères à notre culture. Beaucoup de parents, pourtant bien intentionnés, laissent complètement de côté ces compétences émotionnelles et se transforment en superviseurs dont la principale prérogative est de conformer leurs enfants à un idéal. Ils doivent être bons à l'école, mais pas seulement. Ils ne veulent plus simplement un premier de la classe. Ils doivent être ouverts sur le monde. Et pour cela, ces enfants doivent pratiquer un maximum d'activités extrascolaires. Éveil musical dès le plus jeune âge, yoga pour enfants, initiation à l'anglais, cours de cuisine. C'est ainsi qu'un grand nombre de parents se retrouvent à la fois chauffeurs, intendants, coachs, conseillers d'orientation, professeurs particuliers. En résumé, nous, parents, faisons face à une alternative angoissante. S'épuiser à accompagner le développement psychomoteur de nos enfants et à s'assurer qu'ils cochent toutes les cases de l'enfant parfait. Ou alors, baisser les bras, démissionner de notre rôle d'éducateur parce qu'on ne se sent pas armé, qu'on n'a pas hérité de nos parents les outils nécessaires pour supporter ce sacerdoce. Et cette stressante perspective est amplifiée par l'extraordinaire importance accordée au diplôme. Ah, le diplôme, ce Graal typiquement français. De plus en plus, pour beaucoup de parents, préparer ses enfants à la vie d'adulte, c'est s'assurer qu'ils obtiennent un diplôme, et mieux encore, les meilleurs diplômes, ceux qui parleront à leur place lors d'un entretien d'embauche. Pour ma part, je fais partie de la génération « passe ton bac d'abord ». Les enfants des classes moyennes et supérieures sont de la génération « tu vas faire quoi comme école ?» Il y a 30 ans, 3 jeunes sur 10 avaient le bac. Aujourd'hui, ce taux atteint 82%. Logiquement, les parents et la société tout entière en ont conclu que le bac ne suffit plus. Les enfants doivent exceller à l'école et obtenir une mention, très bien de préférence, pour accéder aux filières les plus prisées, pour entrer dans les meilleures écoles, pour remporter les concours les plus durs. Sans oublier de maîtriser un instrument de musique et de pratiquer un sport, bien sûr. À côté de la course à la réussite, le décrochage scolaire augmente. En moyenne, 100 000 enfants chaque année sont concernés.
les écarts se creusent et l'ascenseur social est en panne. Toute une classe d'âge se retrouve sous pression et leurs parents avec. Et ces derniers vivent les échecs de leurs enfants comme des échecs personnels. Alors, je me demande, ne ferions-nous pas fausse route? Préparons-nous vraiment nos enfants à réussir leur vie? N'avons-nous pas déséquilibré la balance en mettant trop l'accent sur la réussite de nos enfants? N'avons-nous pas perdu de vue ce que signifie réellement réussir, surtout à une époque où le sens que chacun accorde à son travail prend de plus en plus d'importance? En nous obstinant à assurer leur avenir académique, nous épargnons parfois à nos enfants des tâches dont l'accomplissement, bien que fastidieux et rébarbatif, peut leur être bénéfique. Nos enfants ne voient plus le désordre parce que nous rangeons à leur place. Ils ne prennent pas la peine de participer aux tâches ménagères puisqu'ils sont occupés à faire leurs devoirs. Ils ne participent pas à la préparation du repas car la cuisine est bien trop dangereuse. Et pour que nous puissions cuisiner tranquillement, ranger comme nous l'entendons et accélérer le rythme quotidien, nous leur proposons, au mieux, de se cloîtrer dans leur chambre ou au pire, la télévision à la demande. Et je vous l'avoue, c'est ce que j'ai eu tendance à faire. Je me suis épuisée à tout faire à leur place en me disant que cela irait plus vite. Mais le jour où j'ai demandé à mon fils de 4 ans de m'aider à trier les chaussettes, il m'a répondu « Mais maman, je ne suis pas ton majordome !» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose clochait. Parti comme c'était, j'allais élever des adolescents quarantenaires avec une tête bien faite, mais incapables de s'occuper d'eux-mêmes, d'une famille, de la planète, de l'avenir. La leçon de tout cela? Nos enfants ont besoin de compétences académiques, certes, mais aussi de compétences de vie et socio-comportementales. Le foyer familial est le meilleur endroit pour les acquérir, car c'est un environnement où l'on est normalement plus tolérant et où l'on accepte plus facilement les erreurs. Notre rôle, en tant que parents, est de préparer nos enfants à devenir des adultes autonomes, épanouis, capables de relever les défis du quotidien. Cela implique l'apprentissage des compétences du XXIe siècle, les fameuses soft skills, telles que la confiance en soi, la gestion des émotions, la persévérance, la collaboration ou encore le sens de l'organisation. C'est ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans ce livre. Comment définir les soft skills? Un peu d'histoire pour commencer. Le concept de soft skill a vu le jour dans les années 1960 à l'université de Stanford, plus précisément à l'école de Palo Alto, qui travaillait sur la communication interpersonnelle. L'armée américaine a ensuite adopté ce terme pour désigner les compétences qui ne sont pas liées à l'utilisation de machines. Il s'agissait alors des compétences sociales nécessaires pour diriger des troupes, motiver des soldats ou élaborer des stratégies de guerre. En France, les soft skills font l'objet de nombreuses discussions, notamment parce qu'il est difficile de s'accorder sur une définition unique. On parle à la fois de compétences douces, de compétences de vie, de compétences du XXIe siècle, de compétences psychosociales. Pour ma part, lorsqu'il faut absolument traduire soft skills, j'utilise le terme compétences socio-comportementales. Concrètement, les soft skills sont ces compétences personnelles et relationnelles qui ne relèvent ni de la connaissance ni des savoir-faire. Il s'agit d'une combinaison de compétences interpersonnelles et de traits de caractère qui nous permettent de naviguer dans notre environnement et au sein de la société. Pour illustrer, prenons l'exemple de votre coiffeuse. Elle possède un diplôme qui atteste de ses compétences techniques pour vous faire un beau carré et un brushing. Ce sont ses hard skills. Mais elle a également développé des qualités comme la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, la créativité, la capacité à communiquer de manière fluide et efficace, la capacité à gérer son temps. Autant de soft skills qui font qu'elle est la seule à qui vous confieriez vos cheveux. Ce sont aussi ces compétences qui, pour vous, font toute la différence. Hard skills, être bilingue, maîtriser la suite Microsoft, savoir jouer du violon, être capable de soigner une carie. Soft skills, avoir confiance en soi, apprendre à apprendre, accueillir ses émotions, savoir s'organiser. Le prix Nobel d'économie de 2013, James Heckman,
a souligné un point essentiel. Les soft skills sont de véritables prédicteurs de succès dans la vie. Par conséquent, insiste Ekman, les programmes visant à améliorer ces compétences non techniques devraient occuper une place de choix dans les politiques publiques. Autrement dit, pour construire une société plus épanouie et performante, il est essentiel de développer ces compétences, et ce, dès le plus jeune âge. La recherche scientifique des 20 dernières années nous montre que des soft skills bien développés ne présentent que des avantages. Un bien-être psychologique accru, des relations saines et positives, un mode de vie plus sain et une réduction des comportements à risque. Ce dernier point mérite d'être souligné. Les soft skills ne sont pas seulement des compétences, c'est-à-dire des capacités qui permettent de faire certaines choses. Ce sont aussi des manières d'être qui permettent de mieux vivre. Il est ainsi reconnu qu'elles contribuent à prévenir la consommation de substances psychoactives, drogue, tabac, alcool, les problèmes de santé mentale, les comportements violents et les comportements sexuels à risque. Une personne qui a confiance en elle et qui est capable d'entreprendre un projet sans se décourager face au moindre obstacle, c'est aussi une personne moins fragile et donc moins susceptible de se nuire à elle-même. C'est la raison pour laquelle les soft skills non seulement favorisent la réussite scolaire et professionnelle, mais contribuent aussi à l'amélioration du climat scolaire. Des enfants plus confiants, plus motivés et plus attentifs font de l'école un lieu où il fait bon apprendre. Les compétences incontournables du XXIe siècle. La première fois que j'ai pensé à l'importance des soft skills dès le plus jeune âge, c'est lorsque j'étais DRH. C'était en 2017, et mon équipe se penchait sur l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur les compétences et les métiers nécessaires à l'horizon 2030. J'ai alors découvert une statistique frappante. 65% des écoliers d'aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore. Cette révélation m'a amené à me questionner. Quel métier mon fils aîné exercera-t-il et surtout, comment le préparer au mieux? En faisant des recherches, je suis alors tombée sur un rapport de l'OCDE intitulé « Le futur de l'éducation et des compétences, projet éducation 2030 ». Sa conclusion était sans appel. Compte tenu des progrès rapides de la technologie et de l'intelligence artificielle, les futurs travailleurs devront être capables de s'adapter en permanence et acquérir continuellement de nouvelles compétences. Il leur faudra donc absolument 2 qualités, la flexibilité et la curiosité, c'est-à-dire des soft skills. Le rapport met aussi en avant un fait important. Tout d'abord, pour disposer d'une soft skill le plus longtemps possible et l'exploiter au mieux, il est primordial de l'exercer jeune, en particulier entre 1 et 9 ans. Donc, si les soft skills doivent être développées tôt dans la vie, et si elles seront essentielles dans le monde du travail de 2030, une conclusion s'impose. Les soft skills doivent avoir une place au moins aussi importante dans l'éducation des enfants que les connaissances et compétences techniques, ou hard skills. Malheureusement, la dernière enquête PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, montre que la France fait partie des cancres en la matière. Voici le classement des élèves français. Confiance en soi et en ses capacités, 62e sur 65. Anxiété, 62e sur 65. Contrôle perçu sur la réussite, 58e sur 65. Ouverture à la résolution des problèmes, 53e sur 65. Collaboration, 49e sur 65. Je ne cesse de le répéter. La solution à notre baisse de niveau n'est pas le dédoublement des classes, qui coûte cher et dont l'efficacité reste à prouver, mais plutôt dans le développement des soft skills chez les enfants. Comment voulez-vous qu'un enfant réussisse s'il n'a pas confiance en lui et s'il est anxieux? Selon les experts de l'économie du savoir-être, il y a un triple bénéfice à tirer du développement des soft skills. 1. Augmentation des capacités académiques et donc de la réussite scolaire. 2. Meilleure insertion professionnelle. 3. Amélioration du bien-être personnel. En ce qui concerne les capacités académiques, la recherche scientifique récente
a démontré qu'elles sont fortement liées aux soft skills. Les unes ne vont pas sans les autres, et elles se nourrissent les unes des autres. Par exemple, le caractère consciencieux, comprenant des traits de caractère tels que la persévérance et l'autodiscipline, est le plus prédictif de la réussite scolaire. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, je voudrais attirer votre attention sur un fait révélateur. Chaque année, le Forum économique mondial dévoile les compétences les plus cruciales pour l'emploi. Et chaque année, 80% de ces compétences sont des soft skills. Des travaux scientifiques viennent confirmer ces données. Les lauréats du prix Nobel d'économie, Ekman et Coates, ont étudié le programme Peri-Preschool Soft Skills, qui visait les enfants issus de milieux défavorisés. Les résultats de cette étude montrent que les élèves ayant bénéficié d'un enseignement axé sur les soft skills non seulement avaient de meilleures opportunités professionnelles, mais obtenaient également des postes plus attractifs et des salaires plus élevés de 30%. Cette constatation renforce l'idée que dans le monde professionnel moderne, la capacité à communiquer efficacement, à travailler en équipe et à s'adapter aux changements est tout aussi, sinon plus, importante que les compétences techniques pures. Enfin, en ce qui concerne le bien-être personnel, un rapport publié par Santé publique France est particulièrement éclairant. On y souligne l'importance de la résilience, de l'ouverture d'esprit, de la non-violence et de l'estime de soi pour l'équilibre général des enfants. Un enfant qui aura développé ses compétences socio-comportementales sera capable de prendre des décisions éclairées, sera doué de discernement, ce qui lui permettra d'analyser et d'évaluer l'information de manière critique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.